Voilà, donc on reprend le cours maintenant de notre après-midi. Un premier atelier qui va nous amener jusqu'à 15 heures environ, hein, où on va parler de train. Voilà. Et donc les deux acteurs principaux vont être Frédéric Faucon, qui est enseignant-chercheur à l'UCA, et François Pelletier, qui est le leader du pôle ferroviaire au sein d'Orbimob et qui a un long passé, notamment avec le Lyon-Turin, mais il vous en parlera dans ce sujet-là. Puis nous ferons une pause. Et puis nous embrayerons ensuite avec un deuxième sujet, celui de l'électromobilité. Et là, nous allons avoir différents acteurs. Je précise que pour ceux qui seraient passionnés par le train et vraiment désireux de poursuivre sur les orientations qui vont être données par Frédéric et par François, on a réservé une autre salle, au cas où vous préféreriez poursuivre sur le train et ne pas aller sur l'électromobilité. Il y a une possibilité, on changera de salle et ce sera ouvert. Mais globalement, voilà, on a ces deux possibilités, ces deux thématiques qui vont se passer ici dans cet amphithéâtre, le train, puis l'électromobilité. Allez, François et Frédéric, je vous laisse la parole. Quelques éléments. Bonjour tout le monde. D'abord avec une présentation, comme vient de le souligner Patrick, de Frédéric Faucon, donc enseignant-chercheur de l'Université de Clermont-Auvergne, spécialiste bien connu du rail français et européen. Donc on verra évidemment avec Frédéric Faucon la situation particulièrement en Auvergne, mais aussi, bien entendu, avant un point sur le rail français. Également, après, on parlera du levier RER, pour reprendre la terminologie des pouvoirs publics, puisque vous savez que les pouvoirs publics ont annoncé un plan à 100 milliards d'euros pour le fer français, pour le rattrapage, la modernisation du système ferroviaire français, et donc aussi avec le développement d'une douzaine de métropoles, dites métropoles RER, avec des réseaux express métropolitains. Donc Frédéric Faucon nous parlera de ce levier RER et aussi la possibilité ou pas d'un RER du pôle clermontois, du pôle métropolitain clermontois. Après cette intervention, donc le débat avec la salle, et puis nous aurons également des témoignages d'élus. Nous aurons en ligne à 14h30 la sénatrice de la Loire, Cécile Kuckerman, très investie, comme beaucoup de sénateurs d'ailleurs, en faveur de la relance du rail dans le Massif central. Elle nous en parlera pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, il y aura la pause. Et dans le deuxième temps de l'atelier ferroviaire qu'évoquait Patrick, nous aurons aussi un témoignage sur le versant ouest du Massif central pour le Limousin avec Étienne Lejeune, maire de la Souterraine, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, donc très investi dans la commission transport du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui nous parlera de la relance du train aussi en Limousin. Voilà, donc, et large place aussi au débat, évidemment, tout au long de cette rencontre. Voilà, donc la parole à Frédéric. Merci, bonjour à tous. Alors, Orbimob a comme thématique importante le ferroviaire dans le cadre de ses réflexions. Donc, c'est une des priorités d'Orbimob. Alors, ce n'est pas tout le ferroviaire parce qu'on va écarter de ce sujet d'aujourd'hui les grandes lignes type Paris-Clermont qui sont un sujet en soi. Et donc, on va bien parler du ferroviaire territorial. Donc, c'est une partie du ferroviaire, et je dirais du ferroviaire du quotidien. Alors, pour faire ça, je vais vous faire un propos en 3 points. D'abord, vous rappeler un petit peu le contexte général parce que tout le monde n'a pas forcément suivi l'actualité ferroviaire depuis un an et elle a été très mouvante, très complexe, etc. Il y a un cadre politique qui va jouer énormément sur les décisions qui vont être prises dans les mois qui viennent. Il y a un contexte auvergnat également, un contexte territorial. Et puis ensuite, il y a des orientations, des potentiels de développement. Donc c'est un petit peu tout cela que je souhaite balayer avec vous aujourd'hui. Alors, d'abord, quelques repères autour du mode ferroviaire. Le ferroviaire, on a beaucoup parlé ce matin d'énergie et de CO2. Moi, j'ai envie de parler de quelque chose de plus général qu'on appelle les externalités. Alors, les externalités, elles valent pour le ferroviaire, mais elles valent aussi pour tous les autres modes de transport. Et en fait, on a souvent tendance à se concentrer sur des polluants ou se concentrer sur des modes de propulsion. Mais en fait,
un transport, c'est beaucoup plus que ça. Et ces externalités, c'est ce qui compte dans les choix sociétaux. Alors d'abord, le ferroviaire est sûr. Et vous voyez que cette notion de sécurité, en fait, elle est ici avec un taux de morts en voiture par milliard de kilomètres parcourus qui est de 3,14 et qui est de 0,13 pour le train. Il est économe d'espace. Le train également, une LGV et toute autre voie ferrée à double voie, c'est une quinzaine de mètres. Une autoroute, c'est 28 mètres à 2 fois 2 voies. À 2 fois 3 voies, c'est 35 mètres. Et donc, en fait, le train est beaucoup plus capacitaire pour écouler des gros trafics. Il est rapide et il est peu polluant. Donc là, on voit toutes les externalités, enfin le CO2 en fonction des différents modes de transport. Mais là, on voit aussi toutes les externalités. Et donc, quand on compare les modes entre eux, ce qui est important, c'est de bien tout comparer. Et de comparer les accidents, de comparer la pollution, de comparer le bruit, de comparer l'espace consommé, de comparer la contribution au changement climatique, l'atteinte à la nature, les coupures dans la biodiversité, etc. etc. C'est tout ça qu'il faut comparer, et pas uniquement l'énergie qui propulse un véhicule et le CO2 émis. Et donc, du coup, on obtient des ratios, quand on compare tous ces paramètres, qui sont très éloquents, et où on voit la part de la voiture, ici, avec tous les paramètres que je viens de citer, la part du car, la part de l'avion et la part du train. Donc, si on fait la somme de tous ces paramètres-là, c'est bien le train qui est le plus vertueux. Alors, le train, il n'est pas une réponse à tout, partout. Le train, il a des domaines de compétences. Il y a des endroits où on ne sait pas desservir par le train. Il faut bien être clair. Je ne suis pas en train de vous dire que le train, c'est quelque chose qui peut s'utiliser partout. Alors, ensuite, je vous donne quelques éléments politiques, contextuels. Alors, je ne pars pas sur 30 ans, je pars juste sur les 3 dernières années. On a eu une loi cadre très importante qui est la loi d'orientation sur les mobilités en 2019 et qui très clairement inscrit une priorité au train du quotidien et à la désaturation des nœuds ferroviaires qui sont engorgés. Donc ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans cette loi cadre. Donc c'est une loi qui oriente pour une trentaine d'années. Donc c'est quelque chose de très important. En 2021, on a eu un plan du ministre d'alors de modernisation de 1000 petites gares et de 1000 petites gares et de petites lignes. Donc c'est 7 milliards qui ont été engagés à partir de 2021. En avril 2022, donc il y a un an, on a eu le contrat de performance qui est signé entre l'État et SNCF Réseau. Donc ce contrat de performance, il fixe les objectifs du gestionnaire des infrastructures, qui est SNCF Réseau, et donc qui précise aussi noir sur blanc les moyens qui vont lui être alloués. Et donc, très clairement, ce plan d'avril, ce contrat de performance d'avril 2022 a été analysé comme quelque chose de sous-dimensionné, extrêmement sous-dimensionné par rapport aux nécessités de rénover, de régénérer l'ensemble du réseau français. Ce qui a obligé le président de la SNCF d'alors, Jean-Pierre Farandou, à réclamer, à s'exprimer dans les médias et à réclamer 100 milliards d'euros pour le ferroviaire. Donc en juillet dernier. En novembre dernier, vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu l'annonce du président de la République de lancement d'une dizaine de RER métropolitains. En février dernier, 2023, le Conseil d'orientation des infrastructures a rendu un rapport de préconisation auprès du gouvernement pour dire, ben voilà, il faut aller dans telle direction pour avoir du développement durable sur le territoire, et en insistant, ce Conseil d'orientation des infrastructures, alors qu'il n'est pas que ferroviaire, qui concerne toutes les infrastructures, il a conseillé nettement de s'orienter vers le ferroviaire. Si bien que le 24 février 2023, la Première ministre a annoncé un plan de 100 milliards sur 15 ans, de 100 milliards d'investissements dans le réseau. Alors, 100 milliards d'investissements sur 15 ans, c'est quelque chose qui peut paraître énorme, et ça l'est, mais avec une part État qui est de 40% et une part des collectivités
local qui est de 60%. Donc il faut faire attention à ce qu'il y a derrière ces 100 milliards. Si on va dans le détail, ce qui est un peu imaginé au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près une quarantaine de milliards pour régénérer le réseau, une dizaine de milliards pour la signalisation et la modernisation de la signalisation, 13 milliards pour les RER métropolitains, je vous ai dit qu'il y en avait une dizaine à une douzaine, donc vous ferez la division facilement, et puis 14 milliards pour le TGV Sud-Ouest et 12 milliards pour le fret. Voilà, grosso modo, c'est l'idée. Donc on en est là aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a un tournant très net vers le ferroviaire et une orientation très nette sur cette politique. Alors, ce n'est pas quelque chose d'incroyable, parce que pendant ce temps, les autres pays d'Europe font la même chose que nous. Donc, ils l'ont même fait un petit peu avant. Donc, je vous donne l'exemple des Italiens. Les Italiens, c'est 170 milliards sur la même période. Les Allemands, c'est à peu près le double de nous. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose d'incroyable que ce virage ferroviaire, puisque c'est une politique qui est souhaitée par l'Europe d'ailleurs, et puis qui est un peu dans l'air du temps. Alors maintenant, je vais zoomer sur l'Auvergne, évidemment, puis vous redonner quelques éléments territoriaux. Alors, d'abord, le réseau auvergnat, c'est un réseau qui est complexe, qui offre des situations extrêmement contrastées. En bleu, vous avez les lignes en exploitation voyageurs, celles qui sont ouvertes aux voyageurs, et en vert, celles qui sont ouvertes au fret. Donc, vous voyez quelques barreaux qui sont encore exploités pour du fret. En gris, ce sont des lignes qui sont non exploitées. Alors, non exploitées, ça veut dire que les trains ne circulent plus. Par exemple, on peut avoir la Pérouse-Volvic ou Montluçon-Aigurande ou d'autres. Et ça ne veut pas dire qu'on a des projets dessus. Ça veut dire que le trafic a été abandonné à un moment donné pour X raisons. Elles sont toujours là. Elles peuvent être à différents degrés de procédure administrative, qui vont de l'arrêt des circulations à des fermetures administratives, à des déclassements, etc. Donc on a tout ce réseau, je dirais un peu fantôme, qui existe. Et puis, les autres couleurs, le jaune, le orange, le violet, le gris, c'est des anciennes infrastructures ferroviaires qui ne sont plus exploitées, qui peuvent être réutilisées à d'autres fins. En jaune sont les exploitations touristiques, alors avec des situations assez évolutives. Bon, des fois, les infrastructures sont en mauvais état et les exploitations touristiques sont suspendues. Des vélorails, des voies vertes et des chemins, des routes ou des chemins qui ont été transformés. Et apparaît en rouge également toute l'infrastructure qui a été aliénée, qui a complètement disparu du linéaire. Donc ça peut être des champs, ça peut être des broussailles, etc. Alors, donc on voit deux choses sur cette carte-là, deux choses principales. On voit qu'il existe encore un maillage, mais qu'il comporte un certain nombre de trous. Alors, par exemple, on en reparlera, mais au-delà de Thiers, on a un trou vers la Loire. Au-delà de Volvic, on a un trou vers l'ouest. Et Patrick disait ce matin qu'on avait peut-être été un peu loin dans le démembrement du maillage ferroviaire. Et donc, on peut se questionner sur la pertinence d'avoir fermé certains segments et la pertinence d'y revenir ou non. Et ensuite, le deuxième élément, c'est de se dire que tout ce linéaire d'ex-voies ferrées, qui ne sont plus exploités, où il n'y a plus de rails, etc., il peut être utilisé pour autre chose, et notamment des voies vertes, notamment pour le vélo, et faire des liaisons de rabattement vers les gares, etc. Et donc, en fait, on a tout un maillage intéressant par rapport à des modes alternatifs. Et donc, le vélo électrique, voire des véhicules autonomes, etc. Donc, en fait, ça peut être très, très intéressant de reprendre ces anciennes infrastructures en se disant on peut peut-être en faire autre chose aujourd'hui, même si on est sur des territoires où il n'est plus question de reprendre l'exploitation ferroviaire parce qu'il n'y a plus assez de monde, les tracés ne sont pas forcément très intéressants, etc. Donc voilà un petit peu pour cette situation contrastée du réseau. Alors,
après, je vous donne un deuxième élément pour qu'il soit un petit peu évocateur. C'est le trafic des gares en nombre de voyageurs. Donc vous avez des cercles qui représentent le volume de trafic, et puis vous avez des couleurs qui montrent l'évolution sur les 3 dernières années. Alors hors année Covid, je précise. Et donc en fait, vous voyez que là où on a de la desserte, là où on a des éléments intéressants d'exploitation ferroviaire, on a plutôt un système qui est en augmentation et les gares sont de plus en plus fréquentées. On voit très nettement la couronne clermontoise. On voit aussi la vallée de la Loire au départ du Puy vers Saint-Étienne. Hein. En revanche, vous avez des zones où le train est en baisse ou en perte de vitesse. Hein. Donc on voit bien le Cantal, on voit bien la partie montluçonnaise. Et donc en fait, il n'y a pas une homogénéité sur les voies ferrées exploitées. Hein, ça revêt des situations très différentes du point de vue des quantités de voyageurs et de l'évolution. Mais ce qui est important à retenir, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'a pas fait des investissements massifs. On n'a pas de RER métropolitain, ça n'a pas changé énormément. Et pourtant, on a, là où il y a le plus de monde, un report spontané vers le train et un trafic qui augmente. Donc ça veut dire que les gens sont prêts à venir au train, ils sont prêts à s'intéresser à ce mode de transport. Et on voit par exemple des gares du sud de Clermont, comme Issoire, comme Vic-le-Comte, etc., où le trafic augmente beaucoup, hein, alors que la desserte ne s'est pas modifiée de fond en comble. Alors ensuite, on peut explorer un certain nombre de potentialités de ces voies ferrées en étant beaucoup plus scientifique dans la démarche. Et donc, on peut en haut avoir un certain nombre de paramètres que l'on peut regarder. Donc, ça va de l'état de l'infrastructure à sa capacité, la desserte actuelle, la desserte nationale, interurbaine, périurbaine. Est-ce qu'il y a des points d'entrée des territoires ruraux? Est-ce qu'il y a des gares qui permettraient une percolation vers les territoires ruraux avec de l'intermodalité, etc. Est-ce qu'on a du fret? Est-ce qu'on a un potentiel d'amélioration des infrastructures? Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Est-ce qu'on pourrait faire passer plus de trains? Ça au niveau national, au niveau périurbain, au niveau local. Et donc, on peut regarder donc tous ces paramètres. On peut aussi parler du potentiel touristique. Et il y a des lignes qui ont un vrai potentiel en Auvergne, à la fois du tourisme d'hiver, à la fois du tourisme d'été, de la randonnée, etc., etc. Et donc, en fait, si on fait une typologie, on peut mettre 4 couleurs, c'est-à-dire vert foncé, ben oui, c'est très bien. Vert amande, c'est pas mal. Orange, attention, c'est pas terrible. Et puis rouge, ça va pas du tout. Et donc, en fait, ça permet de dégager, quand on a fait ça, ça permet de dégager une typologie de lignes en 4 familles qui pourraient être des axes de développement du réseau auvergnat. Alors ces 4 familles, si on les matérialise, il y a un petit problème, excusez-moi. Voilà. Ces 4 familles, si on les matérialise, on voit qu'on a des groupes très différents. Et donc, en fait, des groupes en clair où les lignes vont globalement pas trop mal. Ça pourrait s'améliorer. Un groupe 2 où c'est plutôt bien aussi. Un groupe 3 où il y a des investissements nécessaires. Et un groupe 4 où il y aurait vraiment des choses à faire peut-être, mais de l'innovation sûrement à apporter. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors, maintenant, on peut s'interroger, une fois qu'on a un petit peu brossé le portrait de ce réseau, on peut s'interroger sur des leviers de développement. Alors, plusieurs leviers peuvent venir à l'esprit. Il y en a plein. J'ai choisi de vous en présenter 4 pour qu'on puisse ensuite en discuter et qu'on puisse se poser des questions, et notamment dans la partie atelier. Alors, d'abord, les réponses du ferroviaire, il faut les adapter à différents types de territoires. Alors là, j'ai repris la typologie INSEE qu'on connaît bien, hein, donc avec
l'urbain qui apparaît en blanc, du rural périphérique, du rural en couronne éloignée, du rural bourg, du rural très peu dense, du rural éloigné, bon, etc. Et donc on voit que l'Auvergne, évidemment, est très hétérogène dans ces typologies de territoire. Et à partir de là, on peut imaginer donc des réponses différentes ou pas de réponse du tout pour certains territoires où le mode ferroviaire n'est pas du tout approprié. Alors, donc 4 thématiques. L'idée d'utiliser de nouveaux opérateurs, le tram-train, le RER métropolitain et le train léger. Alors, le tram-train, c'est une vieille idée. C'est une vieille idée, c'est l'idée excusez-moi, les nouveaux opérateurs, pardon. Les nouveaux opérateurs, donc en fait, il y a depuis 1991 une directive européenne qui dit que le réseau appartient aux États, mais que des opérateurs peuvent intervenir sur ce réseau, quel qu'il soit. Et donc, il y a eu des paquets d'ouverture à la concurrence, d'abord le fret, puis les trains grandes lignes, les TER, etc. Aujourd'hui, le système français est totalement ouvert aux nouveaux opérateurs, autres que l'opérateur historique, qui est la SNCF. On pourrait faire une comparaison avec la téléphonie. On avait autrefois France Télécom, maintenant on a des opérateurs. Voilà. Bon, donc en fait, ces nouveaux opérateurs, ils vont avoir tendance à se placer sur des segments où la SNCF n'est pas ou n'est plus. Alors, pourquoi elle n'est pas, pourquoi elle n'est plus? Parce que la SNCF a un certain savoir-faire de pointe, elle n'est pas forcément partout la meilleure. Des opérateurs peuvent être plus compétents sur certains types de territoires. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, je vous en cite 3. Donc, d'abord, celui du milieu, qui s'appelle Le Train. Alors, Le Train, c'est une compagnie privée française qui va très vite mettre ses trains en service, alors qu'il commence par l'ouest. Je vous ai mis la carte, donc qui va faire de l'interurbain à grande vitesse dans les villes de l'ouest que vous voyez, Rennes, Nantes, La Rochelle, Niort, Poitiers, etc. Et donc, avec une mise en service dès 2025, donc c'est une entreprise à but lucratif, donc qui investit dans des trains à grande vitesse, qui est en train de les faire construire par les Espagnols, qui a investi 300 millions d'euros. Donc, c'est quelque chose qui est en route. Et donc, si vous vous déplacez dans l'Ouest à l'horizon de 2 ans, vous aurez la possibilité d'acheter des billets à cette compagnie. La deuxième compagnie dont je souhaite vous parler, c'est celle de gauche, Railcoop. Railcoop, vous en avez sûrement tous entendu parler. C'est une société coopérative, donc ce n'est pas la même structure d'entreprise que le premier exemple que j'ai donné. Et cette société coopérative, donc, elle a pour but de remailler la France en interurbain. Et donc, vous voyez que l'Auvergne est particulièrement impactée, donc avec une ligne Clermont-Strasbourg, une autre ligne Lyon-Bordeaux, et donc avec l'idée d'exploiter, alors avec une structure coopérative, avec des actionnaires, etc., et avec un réinvestissement des fonds récoltés dans le système. Donc là, il est fort probable que la première ligne entre Bordeaux et Lyon soit lancée sous 1 an et demi. Donc il y a des dates de calendrier qui se décalent, mais bon, ça devrait être quelque chose qui va se concrétiser. Donc première ligne, la ligne rouge. Et puis, il y a des sociétés qui vont commencer à s'intéresser, à se tourner vers le TER, donc vers le local. Et donc les régions vont avoir des appels d'offres, et donc ces sociétés vont y répondre. La première réponse, c'est celle de la société Transdev qui a obtenu l'exploitation de la ligne de la Côte d'Azur. Alors vous imaginez que c'est une ligne où il y a beaucoup de monde, avec dans sa proposition un quasi-doublement de l'offre, du nombre de trains, avec des trains neufs, etc. Et donc là, la région a choisi donc, fin 2021 pour une
une mise en service dans les années qui viennent. Hein, et donc, des trains sur la Côte d'Azur seront exploités par Transdev. Donc, il y a d'autres appels d'offres en cours dans les régions françaises et on peut imaginer qu'il va y avoir une diversification des TER et de l'exploitation des TER. Alors, ça peut être intéressant hein, parce que cette diversification de l'offre, elle va se positionner sur différents types de lignes et on peut imaginer à chaque fois, dès qu'il y a une concurrence, un étoffement de cette offre. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce qu'on sait que si on veut une offre ferroviaire de qualité, il faut qu'il y ait des fréquences suffisantes. Donc voilà un petit peu pour ces nouveaux opérateurs donc, qui vont changer la morphologie, la physionomie de l'exploitation du réseau français et notamment au niveau des TER et au niveau des villes moyennes et des petites villes. Alors ensuite, le tram-train. Le tram-train, l'idée d'un tram-train, c'est qu'on a un véhicule dérivé du tramway, mais qui est apte à la fois à circuler sur des voies de tramway en milieu urbain et sur le réseau ferroviaire existant. Ça, sans rupture de charge. Alors, je vous prends l'exemple de Mulhouse. Mulhouse a développé un réseau de tramway et a développé un réseau de tram-train. Donc, vous voyez en photo le tramway urbain qui est en jaune et le tram-train qui est en bleu et gris. Alors, vous voyez que c'est presque le même matériel, mais en tout cas, il est interopérable. Et donc, en fait, ça permet, en utilisant les voies ferrées périphériques et en utilisant le réseau de transport de tramway intra-urbain, intramuros, d'avoir ces interconnexions et donc, du coup, de développer un outil qui a une capacité très intéressante en termes de cadencement. Hein, souvent, on a des cadencements... Par exemple, Mulhouse, vous avez un cadencement à la demi-heure sur toutes les lignes, hein, y compris la grande périphérie, et en plus avec des TER qui s'intercalent. Donc c'est quelque chose qui est assez performant. Je vous ai mis le tableau du financement, on y reviendra tout à l'heure, mais vous voyez que le financement, il devient intéressant, 84 millions d'euros, mais il devient intéressant parce que tout le monde a mis la main au portefeuille. L'État, avec différents axes dans le plan de Roland, la région Alsace, le département, la société qui exploite le réseau mulhousien, réseau ferré, enfin ex-SNCF Réseau, j'aurais pas dû écrire Réseau Ferré de France, SNCF Réseau, et puis SNCF, autres entités. Donc on voit qu'une des clés de réussite, c'est cette addition des collectivités locales, de l'État, de SNCF, qui se rassemblent autour d'un projet. Et à chaque fois que l'on a cette situation dans les agglomérations françaises, ça fonctionne. Dès que l'on a des collectivités qui travaillent, pour certaines à un bout de projet, pour certaines à un autre bout de projet, etc., ça ne fonctionne pas. Alors ensuite, les RER métropolitains. Alors les RER métropolitains, je reviendrai avec l'idée que au début, on n'appelait pas ça comme ça, et je reviens à ce que je vous disais dans la loi LOM. La loi LOM, elle disait qu'il fallait désaturer les nœuds ferroviaires. Et c'est comme ça que c'est parti. On s'est dit, bon, quitte à désaturer les nœuds encombrés, hein, Lyon, Bordeaux, etc., ben, tant qu'à faire, tant qu'à créer de l'infrastructure, tant qu'à investir, autant investir pour créer un modèle de développement de transport type RER pour que ça soit performant dans les périphéries d'agglomération. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée même très ancienne. Elle date des années 60, cette idée-là de RER. Et le RER parisien, en fait, qui a été créé, il était inspiré de RER à l'étranger. Et donc, vous voyez qu'en Europe, on a un RER en France et on a 50 RER, en gros, dans les grandes villes d'Europe. Et vous ne voyez pas d'où vous êtes les dates de mise en œuvre, mais vous verriez, si vous vous approchiez, que en fait, c'est depuis les années 70 qu'on travaille à ces réseaux express régionaux. Donc en fait, ce n'est pas une idée comme ça qu'on sort et qui est incroyable. Non, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps en matière de transport. Alors, du coup, l'idée en France, donc à partir de la loi LOM de 2019, c'est de créer ces RER métropolitains
le président de la République a annoncé cela à l'automne dernier et donc a souhaité qu'il y ait un élan qui soit donné dans cette direction. Alors, il existe différentes études qui sont menées à la fois par SNCF, à la fois par les collectivités locales. Et donc, on peut aujourd'hui recenser 28 projets en lice. Alors, vous avez trouvé des cartes où il y en a 27, d'autres où il y en a 29. Mais bon, grosso modo, 28 projets en lice et l'État va en retenir 12. Donc, ça veut dire qu'il y aura des gagnants et des perdants. Hein, voilà. Donc, vous voyez cette carte, hein, et vous imaginez bien que toutes les villes à l'heure actuelle, enfin, les agglomérations, essaient de pousser en avant leurs atouts pour essayer d'être dans les 12 retenus. Alors, donc, on considère 12, pour faire simple, hein, je simplifie un petit peu parce qu'on n'est pas à quelques virgules près, 12 villes, 12 milliards. Voilà. Donc 1 milliard par ville, c'est simple. Hein, voilà. Donc avec le même mode de financement que celui que je vous ai évoqué tout à l'heure. Alors, en fait, l'État va s'appuyer sur différents modes de financement pour faire ça. Le plan national, il va être accompagné par SNCF Réseau et puis il va être accompagné par la Société du Grand Paris, qui en fait a déjà une expérience dans ce domaine-là. Et donc la Société du Grand Paris verra ses prérogatives étendues par une loi qui va être à venir pour que son expérience soit mise à profit vers les autres métropoles. Alors le problème, c'est que vous vous rendez compte que c'est un investissement considérable. Et donc l'État a dans l'idée de rechercher l'argent dans différents endroits, si je puis dire, et notamment auprès des sociétés d'autoroutes et auprès des compagnies aériennes. Donc c'est ce qui est aujourd'hui affiché. Hein, et donc on a ces modalités de financement à venir qui vont être recherchées notamment par Bercy. L'essentiel de la dépense, il est à faire dans les 7-8 ans. Hein, et donc le maximum de la dépense devrait se faire dans 4-5 ans. Donc vous voyez, c'est des choses qui vont aller assez vite. Donc en fait, l'idée, c'est de moderniser les étoiles ferroviaires autour des grandes villes. Et en fait, on pourrait dire que ces RER métropolitains sont des TER augmentés, pour faire simple. Hein. Et donc, on va avoir une exploitation avec des fréquences accrues, des trafics accrus. Hein, et donc, on escompte un doublement ou un triplement des voyageurs transportés sur les différentes villes. Alors, voilà un petit peu pour cette ambition nationale. Et je vous donne 2 exemples assez avancés. Donc, celui de Grenoble. Celui de Grenoble, dont vous voyez, qui est la carte de gauche, où vous avez la ligne rouge, où on a un train tous les quarts d'heure. La ligne orange, un peu épaisse, un train toutes les demi-heures. Et sur 2 lignes. Hein, voilà. Donc on a une très forte interconnexion avec les tramways urbains et une très forte interconnexion avec les zones économiques majeures qui sont entourées en gris. Hein, donc où on va s'efforcer de desservir les zones d'activité, les zones commerciales, etc. Et notamment de capter un maximum de migration pendulaire, de migration de travailleurs. Et puis à droite, vous avez un petit peu la même chose pour Bordeaux, hein, où on a à la fois la dynamisation de l'étoile bordelaise, l'augmentation du trafic, l'augmentation du nombre de gares, et puis une interconnexion forte avec les tramways urbains. Je vous prends l'exemple de Strasbourg. Alors Strasbourg, ça a un avantage sur tous les autres, c'est que le RER métropolitain vient d'être lancé en décembre dernier. Alors, on peut se dire, tiens, c'est intéressant parce qu'on va voir ce qu'ils ont fait et on va voir ce qui se passe.
Et alors je vous le dis tout de suite, ça se passe très mal. Donc en fait, ce réseau, il s'appelle le REM, Réseau Express Métropolitain Européen. Et donc, il a été lancé juste à la fin de l'année 2022, le 11 décembre 2022. Et puis, on a été un peu vite. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on allait pouvoir mettre en œuvre des fréquences élevées, etc. etc. Et donc, en fait, on a voulu augmenter le nombre de trains qui circulaient. On voulait faire 800 trains de plus par jour, donc sur cette étoile strasbourgeoise. On arrive péniblement à 580, parce qu'il y a des problèmes de production, des problèmes de conducteurs qui n'ont pas été recrutés, des problèmes de matériel qui n'a pas été acheté, des problèmes de saturation de la gare de Strasbourg, etc., etc., qui ne sont pas la faute de l'exploitant ferroviaire, c'est qu'on n'a pas anticipé tout ça, on n'a pas investi avant. Et donc, en fait, on est extrêmement contre-performant parce que l'agglomération strasbourgeoise a énormément communiqué en disant voilà, ça va être formidable, prenez le train, laissez votre voiture. Puis les gens, spontanément, se sont dit bah oui, pourquoi pas. Et puis, sauf que quand vous avez des trains en retard tous les matins, des trains qui manquent, des trains qui s'arrêtent au milieu, etc., bon, ça ne va pas du tout. Et donc, on a des gens qui disent bah non, je vais reprendre ma voiture. Et donc, en fait, tout le plan de transport n'arrive pas à être produit. Et donc, c'est quelque chose voilà, qui doit nous servir de leçon. C'est qu'il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas commencer les choses sans avoir bien réfléchi et investi au préalable pour avoir les capacités à le faire. Alors ensuite, quatrième point, le train léger. Alors, le train léger, c'est une quête du Graal depuis le début de l'exploitation ferroviaire. On a toujours cherché à faire plus léger, à dire tiens, comment on va faire. Alors, je vous rappelle qu'au XIXe siècle, on exploitait les lignes avec des locomotives à vapeur qui étaient gourmandes en charbon, comme tout. Et donc, en fait, on a commencé par se dire c'est trop cher, on va mettre des autorails, et puis etc., etc. Et à chaque fois, on recherche le plus de légèreté possible. Alors, et c'est un peu contre-intuitif par rapport au transport ferroviaire qui, par nature, doit être capacitaire, rapide, etc. Alors aujourd'hui, il y a tout un tas d'expériences qui sont dans les tuyaux pour essayer de mettre en œuvre un train léger. Un train léger, c'est de se dire, on va exploiter quelque chose qui va coûter moins cher à l'exploitation et qui pourrait coûter moins cher dans le coût général de la ligne. On verra que ce n'est pas forcément vrai, tout ça. Donc, ces expériences en cours, vous avez, je vous en ai mis 4, TLI qui veut dire train léger innovant, DRESI, Flexmov, Taxirail, donc qui sont en fait tout un tas d'expériences qui sont en train d'être mises au point, élaborées. Si je prends TLI, par exemple, donc c'est un petit véhicule, vous voyez en haut à gauche, modulaire, donc qui est peu consommateur, qui a faible émission, avec un poids réduit, et puis c'est un consortium, alors qui regroupe SNCF, Alstom, CAF, Thales, Fevele, Capgemini. Donc en fait, vous voyez, il y a des industriels de taille et de renom qui travaillent là-dessus. Et donc, très rapidement, pour tous ces modèles-là, on devrait entrer à des phases d'expérimentation, voir si en grandeur réelle, on est capable d'exploiter des lignes ferroviaires avec l'une ou l'autre de ces possibilités. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que à chaque fois qu'on a de la technologie dite innovante, il y a des choses qui peuvent être réellement innovantes et puis il y a des choses qui peuvent être totalement fantaisistes. Donc il faut faire attention à savoir faire le tri. Et vous voyez que c'est un peu comme quand on a lancé les magnétoscopes dans les années 80. Il y a eu des tas de technologies et puis il y en a une qui a subsisté, puis après il n'y en a plus du tout. Donc en fait, là aussi, ces technologies ferroviaires, il est évident qu'elles ne seront pas toutes menées à terme. Et il faut faire attention. Ce modèle-là, il n'est pas généralisable, il n'est pas transposable partout. Et il comporte des faiblesses intrinsèques. Parce que, en fait,
exploiter une voie ferrée de manière légère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'il faut s'intéresser à l'infrastructure. À l'infrastructure, et il faut que l'infrastructure soit en bon état. Je veux dire, si vous passez sous un tunnel, il faut qu'il y ait le même entretien avec un train léger qu'avec un train lourd, parce que sinon on va prendre des pierres sur la tête, ça ne va pas marcher. Un viaduc, c'est pareil. Il faut que les passages à niveau soient entretenus. Il faut que la voie soit en bon état. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas négliger l'infrastructure. Or, ce qui coûte cher dans une voie ferrée, c'est l'infrastructure précisément. Ensuite, il y a la question énergétique. Comment on propulse ces engins-là? On ne va pas électrifier les lignes parce que ça coûte des fortunes. On ne va pas continuer à avoir des diesels qui crachent noir. Patrick l'a dit ce matin, c'est pas terrible. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir propulser ces engins-là. Alors, est-ce que c'est de l'hydrogène? Est-ce que c'est des batteries? Est-ce que c'est... Mais ça reste des engins lourds. Donc, voilà, donc c'est compliqué. Comment on les recharge? Est-ce que c'est du biberonnage? Est-ce que c'est des remplacements de batteries, etc. Enfin, il y a plein de questions qui se posent qui sont loin d'être encore résolues. Et puis, il y a l'optique de base du chemin de fer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on dit on prend des petits véhicules à faible capacité, comment on fait lorsque on va avoir des pointes de trafic le vendredi soir, le dimanche soir? Comment on fait de l'intermodalité avec un TGV qui va lâcher 50 personnes dans une gare? Comment on fait pour les mettre dans un train léger, etc., etc. Donc tout ça, on ne sait pas y répondre aujourd'hui et c'est des problématiques compliquées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du train léger, mais ça veut dire que le train léger, il va être cantonné à certains tout petits segments de marché, des antennes, par exemple, où il est tout seul, qui sont relativement courtes. Je pense, par exemple, chez nous, à Vertaison-Billon, voilà, où ça pourrait être intéressant, où il ne coexiste pas avec le trafic SNCF. On peut difficilement faire coexister ces petits véhicules avec des trains de céréales, avec des TGV qui roulent etc. Donc, en fait, il peut être intéressant sur des segments très particuliers. Mais il ne faut pas penser que c'est l'outil universel qui va substituer au TER, qui va permettre de réouvrir des tas de lignes, etc., etc. Ça serait extrêmement simpliste comme vision. Alors, par train léger, on peut aussi reprendre l'histoire du tram-train et en fait, on rénove certaines lignes en mettant en place des exploitations type tramway urbain qui sont beaucoup plus légers à exploiter, beaucoup moins coûteux. Et donc, on a des expériences en France. Je vous ai pris l'exemple de Nantes-Châteaubriand. Donc, c'est toute la ligne qui dessert le nord de Nantes et qui était exploitée auparavant par des TER. Donc là, elle a été complètement rénovée, électrifiée, et elle est exploitée avec des hautes fréquences. Je prends l'exemple de l'Ouest lyonnais, tout l'Ouest lyonnais. Donc, quand vous allez vers Tassin, l'Arbresle, le Brignais, etc. Et donc, vous allez avoir des dessertes type tram-train qui sont très intéressantes à développer dans les zones périurbaines. Alors, on a envie de se dire, et à Clermont, qu'est-ce que ça pourrait faire, tout ça? Et donc, quand on regarde Clermont-Ferrand et la morphologie ferroviaire, on se dit qu'on a une belle étoile. On a une belle étoile clermontoise qui est très intéressante, qui a beaucoup de gares, qui a beaucoup de points d'ancrage avec le territoire. Il y a 5 branches, même si on parle de Ghana, qui sont exploitées aujourd'hui. Il y a des branches qui ne sont plus exploitées, mais qui pourraient sûrement l'être à nouveau. Et donc, on peut aisément transposer le modèle avec des hautes fréquences sur une première couronne, 20 minutes, 30 minutes, c'est le trait épais bleu. Et puis des fréquences un petit peu moins élevées sur une seconde de couronne, Thiers, Brioude, Moulins, Vichy, Ghana. Et puis donc avec des expérimentations innovantes. Et là, je reparle de Vertaison-Billon. On peut avoir un système de navette ou de Rion-Châtel-Guyon, voire de lignes type pont de Dorambert. Et puis, on pourrait aussi raisonner au-delà avec un remaillage territorial vers Saint-Étienne et vers Brive et Bordeaux, puisqu'on est quand même assez coupé du point de vue ferroviaire. Donc ça, on voit qu'il y a un potentiel évident. On voit également que les gares, les points d'arrêt peuvent être traités
de manière intermodale. Et quand on parle de Vertaison-Billon, par exemple, ce n'est pas seulement Billon et la desserte de Billon, mais c'est l'interface avec toute la partie du livre à doigt. Quand on parle de Brassac-les-Mines, c'est l'interface avec tout le Lambron, etc., etc. Et donc, en fait, et Châtel-Guyon, ça peut être l'interface avec la sortie de la Combraille, etc. Donc, en fait, on voit que le potentiel, il est là. Et ce que d'autres villes ont fait, on peut le transposer nettement sur Clermont. Alors, ensuite, si on raisonne avec de l'intermodalité et qu'on fait une carte isochrone et qu'on se dit 15 minutes en voiture autour des gares existantes, c'est ce qui est en bleu, et 30 minutes autour des grandes gares qui sont Issoire, Riom, Clermont, etc., eh bien, on couvre déjà une grande partie du Puy-de-Dôme et on couvre les zones les plus densément habitées du département. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel qui est très grand et qui aujourd'hui n'est pas assez exploité. Alors, en filigrane, et ça sera ma conclusion, on se dit, oui, il y a un développement possible, il y a des outils possibles, voilà, on peut faire, c'est possible. Mais il y a des conditions à ça. Et j'en vois deux conditions essentielles. La première, et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la coopération essentielle entre les collectivités. Il faut qu'il y ait alignement des planètes, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Et vous voyez, j'ai pris l'exemple d'Avignon-Carpentras, qui est une ligne qui a été rouverte il y a une dizaine d'années, et j'ai recherché qui avait financé. Vous voyez qu'il y a l'État, il y a la région, il y a le département, il y a SNCF, et il y a les communautés de communes et les villes. Donc ça veut dire que chacun a mis la main au portefeuille, chacun dans des prérogatives très différentes. Ça peut être un parvis de gare, ça peut être des box vélos, ça peut être de la régénération de voies. Mais en tout cas, tout le monde s'est dit oui, ce projet nous intéresse et on va le financer. Bien sûr, toutes ces collectivités n'ont pas ces financements dans leurs prérogatives. Elles ne sont pas obligées de le faire. Mais n'empêche qu'elles sont convaincues, elles ont été convaincues de l'intérêt du projet. Donc ça, c'est la première condition. La seconde, et notamment quand on veut développer une ligne, voire a fortiori la réouvrir, c'est d'avoir une vision systémique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire on va refaire la voie toute neuve et puis on va faire circuler des trains et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Ça ne marchera pas à coup sûr. Et donc en fait, c'est tout un système qu'il faut penser à l'avance. Donc bien sûr, il y a l'infrastructure, c'est ce qu'on a en haut à gauche, il y a la signalisation qui permet d'écouler les trains, mais il y a les caractéristiques de l'exploitation. Quelle fréquence on va mettre? Combien de trains par jour? Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Quel matériel roulant on va utiliser? Et tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et ensuite, il y a les questions de l'interface entre l'infrastructure et le territoire. Et ça veut dire que le développement d'une ligne ferroviaire, il doit être accompagné. Il doit être accompagné par l'urbanisme. Si on met des zones constructibles dans un PLU à côté d'une gare, ça va marcher. Si on les met à côté d'une autoroute, ça ne va pas marcher. Ça veut dire qu'on doit dynamiser la gare pour en faire un pôle de centralité. Il y a un programme SNCF qui s'appelle Place de la Gare. Et donc, il faut remettre une gare où on vend des billets, où il y a un agent SNCF, c'est fini ça. Donc, ça veut dire que la gare, si on veut en faire un pôle de centralité, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Donc, ça peut être une crèche, ça peut être des espaces de coworking, ça peut être des magasins, ça peut être des relais de colis, enfin, tout un tas de choses. Et puis, ce à quoi je suis aussi très attaché, c'est la fluidité de l'usager et ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons Mobility as a Service, la MAS. Et donc, en fait, où l'usager doit trouver quelque chose de fluide autour de la voie ferrée de la gare, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir trouver un vélo, une autolib, il doit pouvoir se déplacer de manière très simple. Donc voilà, c'est toutes ces conditions qu'il faut pour développer le ferroviaire territorial. Je vous remercie. Un grand merci à Frédéric Faucon pour cette intervention passionnante et qui certainement va susciter aussi le débat, les questions. Alors, par contre, on va peut-être, quand même, je suis chargé de veiller à l'horaire aussi, mais peut-être
Voir si on est en liaison avec le Sénat, avec la sénatrice Cécile Cukierman de la Loire, et peut-être parce que sinon on ne va pas avoir le temps de répondre tranquillement aux premières questions. Je ne sais pas, je me tourne vers la régie technique. Voilà, Madame Cukierman, bonjour. Merci d'être avec nous et donc de participer à cet atelier ferroviaire dans le cadre du séminaire Orbimob, commissariat de massif sur les mobilités territoriales. Nous avons déjà souligné que vous suivez le ferroviaire avec attention depuis le Sénat, et d'ailleurs beaucoup de sénateurs au cours des derniers mois ont montré leur souci de la rénovation du système ferroviaire français, outre vous-même, Éric Gold par exemple, sénateur du Puy-de-Dôme. Et une question toute simple, je sais que vous n'avez que 10 minutes parce que vous partez après en commission au Sénat, une question toute simple, quelle vision avez-vous en tant qu'élu de la Loire, donc élu du Massif central, pour la relance du ferroviaire territorial donc, dans nos régions, sachant que, vous nous le direz sans doute, je sais que vous êtes investi pas mal sur la relance de la ligne de l'Aubrac, très importante, Clermont-Ferrand-Béziers, via le fameux viaduc de Garabi, et également pour la réouverture de Saint-Étienne-Clermont. Voilà, coupé actuellement entre Thiers et Bohain. Bien, écoutez, si vous avez déjà tout dit de moi, je ne sais pas ce que j'aurais à rajouter, si ce n'est tout d'abord vous saluer chacune et chacun. J'aurais effectivement un tout petit peu plus de temps puisque, au vu de la situation politique de notre pays, nous avons une modification d'ordre de jour, donc je suis un petit peu moins pressée. Mais je vais garder quand même un délai d'intervention court, je tiens à rassurer toutes et tous. Peut-être... avant l'enjeu de relancer le rail territorial, dire que de tout temps, et encore plus peut-être dans les années qui viennent, la question du rail et de la mobilité est fondamentale. Elle est fondamentale tout d'abord pour se déplacer. Elle est fondamentale pour permettre à des territoires, et notamment au sein de notre massif central, d'être reliés et donc de contribuer aussi à l'ouverture de chacune et de chacun. Elle est fondamentale au quotidien, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir se former, pour aller étudier, bien évidemment pour pouvoir se divertir ou partir en vacances. Mais si j'ai commencé par énumérer les premiers enjeux de la mobilité, c'est parce que nous sommes à un peu plus de 3/4 des déplacements, notamment sur les systèmes TER qui sont pilotés par les régions. 3/4 des déplacements qui sont effectués dans les enjeux de travail et de formation. Si je dis cela, c'est parce que c'est un vrai, du coup, débat d'aménagement du territoire, mais aussi de permettre aux femmes, aux hommes qui vivent sur un territoire de pouvoir continuer leurs activités, fussent-elles effectivement scolaires, universitaires ou de travail. Et je crois qu'on mesure d'ailleurs ces derniers temps cette nécessité aussi à l'aune du coût, d'abord que pose le déplacement du tout voiture, et puis avec tous les enjeux qui ne sont pas qu'anecdotiques, qui sont ceux bien évidemment du climat, du réchauffement climatique, et comment est-ce que bien évidemment chacun, mais aussi collectivement, nous contribuons en tout cas à avoir des déplacements qui soient moins carbonés et des déplacements qui permettent de mutualiser et ainsi de satisfaire ces doubles exigences. On a par rapport à cela un souci qui est qu'on a beaucoup développé, préservé plutôt ces dernières années, les lignes dites rentables, celles qui sont les plus utilisées, celles qui permettent de desservir deux grandes villes, je le dirais ainsi, en oubliant ce maillage fin des territoires. Et vous évoquiez mon investissement sur la ligne de Saint-Étienne-Clermont-Ferrand, vous évoquiez, puisque j'y ai été sensibilisée il y a quelques temps sur la ligne Aubrac. Je crois que ces lignes-là, elles contribuent à deux choses. La première, bien évidemment, de faciliter les déplacements que j'évoquais, elle contribue aussi à permettre des aménagements du territoire. Et je vais parler de la ligne Saint-Étienne-Clermont-Ferrand si vous me le permettez, parce que c'est inévitablement celle que je maîtrise le mieux. Tout d'abord, j'ai apprécié que vous parliez de la ligne Saint-Étienne-Clermont-Ferrand et non pas de la ligne Boin-Thiers, parce que je crois que c'est effectivement dans son intégralité
qu'il nous faut prendre cette ligne-là. Il nous faut la prendre ainsi parce que c'est aussi ce qui en assure son équilibre économique, sa légitimité, sa pertinence. Pour autant, tout au long de cette ligne-là, nous avons un certain nombre d'arrêts et j'ai envie de dire, plus nous nous éloignons de Saint-Étienne, plus nous nous éloignons de Clermont-Ferrand, quel que soit le sens dans lequel nous la prenons, plus nous arrivons dans un territoire assez particulier, d'ailleurs, y compris en matière de chemin de fer, territoire de montagne, territoire rural, territoire qui a connu dans le passé le chemin de fer, parce que j'entends parfois beaucoup me dire que tous ces projets sont impossibles, alors même que nous avons su au XXe siècle, au sein du Massif central, développer de très beaux projets ferroviaires. Et donc une population qui est à la fois demandeuse et qui effectivement vit aujourd'hui en tout cas comme une forme d'exclusion, le fait d'avoir cette suspension de ligne entre Bouin et Thiers. Sur le côté ligérien, il y avait eu une première volonté de réouvrir la partie Montbrison-Bouin, avec un vrai débat qui a été puisque cela a été essentiellement financé par les collectivités territoriales. Est-ce que effectivement c'est demain aux seules collectivités territoriales de financer et d'assurer le développement, la sécurisation des mobilités, on va dire des mobilités fines, des mobilités du quotidien, ou est-ce que, et ce sera plutôt mon option, l'on continue d'exiger, notamment de la part de l'État, des investissements nécessaires parce que l'accès à la mobilité est garant de l'égalité républicaine. Dès lors que l'on part du principe, comme je l'évoquais en propos liminaire, que la mobilité est intrinsèquement liée à l'être humain et à sa capacité à faire société, à l'être humain en tant que, je le disais, capacité à s'ouvrir sur l'extérieur. Et je ne développerai pas plus, mais je crois que tout le monde mesure ce que cela veut dire aujourd'hui que d'avoir des citoyens ouverts sur l'extérieur. Dès lors que l'on part du principe que l'enjeu de mobilité, c'est bien évidemment de satisfaire, je le disais, les capacités à se former, à aller travailler. Dès lors que c'est aussi la capacité à pouvoir, là encore, s'ouvrir avec, on va dire, le déplacement loisir ou touristique, qui n'est pas de second niveau, qui est autant indispensable que les autres, eh bien, inévitablement, et je rajouterai l'enjeu climatique, sur lequel je suis revenue ensuite, inévitablement, on se rend compte que l'enjeu de mobilité est un enjeu d'égalité républicaine, d'égalité territoriale. Et il n'y a qu'à voir, mais peut-être l'avez-vous déjà évoqué, tout un certain nombre de mobilisations, bien évidemment autour de l'enjeu des Gilets jaunes, mais de ce sentiment de déclassement, notamment dans nombre de nos territoires, qu'ont et que vivent une partie de la population. Et il serait dangereux d'ailleurs de renvoyer le fait que la mobilité territoriale, je vais reprendre votre expression, est celle du rail territorial, mais j'entendais juste au moment où je me connectais l'intervenant précédent et je pense qu'effectivement il y a besoin d'avoir des visions systémiques et bel et bien de partir du besoin de l'usager. Cependant, faisons attention dans notre pays à ne pas donner le sentiment que cette mobilité de qualité, dans tous les sens du terme, je n'y reviens pas, serait réservée demain pour les métropoles et que les autres territoires en seraient totalement exclus. Et on peut, quel que soit, je dirais, ses sensibilités, ses engagements individuels, on peut être exclu si on plaque ce schéma-là. Bien évidemment, celui qui a le souci du climat, celui qui a le souci du porte-monnaie, celui qui a le souci de pouvoir vivre bien avec sa famille. Je ne porte pas de jugement a priori sur les citoyens, mais tous, en revanche, face à l'absence de mobilité telle que le propose le rail, en sont exclus. Et je note également, et peut-être je finirai ainsi, quitte à laisser le temps à des questions si vous le souhaitez. Alors, c'est une remarque qui est très empirique, donc je m'en excuse si certains dans les auditeurs sont des universitaires, avec toute la rigueur d'ailleurs que ce propos empirique nécessiterait d'être démontré.
J'ai le malheur d'être conseillère régionale depuis 2004 et de m'être fortement occupée des politiques de Massif Central, d'ailleurs, au sein de ce comité de Massif, notamment jusqu'en 2015. Inévitablement, la question du rail, de la mobilité, et je dirais ainsi d'une mobilité y compris collective, avec tout ce que cela engendre, en 20 ans, est revenue sur le devant de la scène. Et l'on se pose beaucoup plus de questions aujourd'hui, en tout cas dans les échanges que je peux avoir avec les différents élus, dans le bouquet d'accueil des nouvelles populations, on trouve la fibre, on trouve bien évidemment tout l'enjeu lié à l'école, et très vite la question d'un déplacement autre que celui de la simple voiture individuelle. Je le résumerai ainsi. On a aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs dans les différentes mobilisations, vous évoquiez la ligne Aubrac, vous évoquiez la ligne Saint-Étienne-Clermont, il y en a plein d'autres à évoquer. On voit beaucoup plus de personnes impliquées, de personnes engagées, de personnes qui sont prêtes à défendre le rail, me semble-t-il en tout cas, qu'il y a une dizaine d'années. Je pourrais également évoquer, nous sommes encore en Massif central puisque nous arrivons sur le Rhône, mais tout l'enjeu de la rive droite du Rhône avec la réouverture des gares en Ardèche. Tout ceci tend en tout cas à donner à voir une population qui est demandeuse. Si elle est demandeuse, alors peut-être que tous ne seront pas des usagers réguliers, mais en tout cas, ils seront des usagers plus nombreux que ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. Et puis, parce que je le redis, je crois qu'au-delà de simplement être dans une comptabilité du nombre de personnes qui montent dans le train ou qui en descendent, il y a tout l'enjeu d'aménagement du territoire que j'évoquais. Encore faut-il, quand on réouvre des rails, avoir des horaires qui satisfont les usagers. Et je finirai ainsi, d'où la nécessité de construire avec les usagers l'offre du rail, parce que le rail, ce n'est pas simplement construire une voie ou la réaménager, ce n'est pas simplement mettre des wagons pour pouvoir transporter les gens, c'est aussi inévitablement satisfaire à cet enjeu de mobilité. Ensuite, sur les questions de financement, elles peuvent être y compris étudiées différemment. Moi, je crois qu'il faut qu'on travaille en France à des mixtes, y compris mobilité de marchandises, mobilité de passagers. Il faut que l'on puisse avoir également des trains de taille différente pour être en tout cas au plus juste, mais on ne peut pas simplement aujourd'hui dire à une population qu'on la prive de déplacement et qu'elle n'a qu'à se débrouiller. Je pense que, et je le redis, ce n'est pas qu'un enjeu financier, même si dans ces périodes d'inflation, bien évidemment, cela pèse énormément. C'est, je crois, et avant tout, une capacité à pouvoir faire société ensemble. Et je crois que, en tout cas, l'histoire l'a montré, je le disais, dans le Massif central, dans nos territoires ruraux, il y a eu de très belles expériences, de très belles innovations, sachons les réinventer à l'aune des défis du XXIe siècle. Et je m'en excuse si j'ai été un peu trop longue. Écoutez, merci Madame la sénatrice. Et donc, sans doute, vous participerez à d'autres prochains rendez-vous d'Orbimob et de nos prochaines rencontres. Et on en sera très heureux avec le commissariat du Massif central, puisque cette rencontre à Clermont-Ferrand aujourd'hui est organisée par le commissariat de Massif et par Orbimob. Voilà. Merci encore et bons travaux en commission au Sénat. Alors, nous avons maintenant une vingtaine de minutes maximum. Patrick Oliva me surveille en même temps par rapport au timing. Et donc, il y a certainement des questions dans la salle, donc par rapport aussi à tout ce qui a été développé par Frédéric Faucon, et puis donc la problématique ferroviaire pour notre territoire, pour le Massif central, pour l'Auvergne. Voilà. Donc, la parole est à la salle pour cette première partie. Marc Schebling. Qui a en charge ce projet? Qui en est le promoteur au sein de, alors, je sais pas, la région, le département, la communauté d'agglo? Aujourd'hui sur Clermont, sur l'agglomération de Clermont, ça se faut demander à la région qui est tête de pont et qui, voilà. Oui, qui peut répondre.
l'instant, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Alors, c'est gazeux. Ça vous rappelle quelque chose, cette formule-là? C'est à peu près ça. Il y a eu parmi les éléments tangibles sur le dossier une lettre qui a été envoyée donc le 30 mars par Frédéric Bonichon, donc en tant que président du pôle métropolitain, adressée à M. Macron et lui signalant effectivement l'importance que le territoire clermontois, c'est-à-dire finalement le pôle métropolitain, avec les 11 entités, les 11 PCI, portait à ce sujet. Voilà, donc un rappel, et en disant qu'une étude commanditée par l'État, par la région et par le pôle métropolitain, auprès de SNCF Réseau, donc je ne me trompe pas, devait partir. Je crois qu'elle aurait dû déjà démarrer, mais que, d'après ce que j'ai compris, elle n'a pas encore démarré pour des questions de disponibilité de personnes, me semble-t-il. On aura le 7 avril une réunion avec Madame Leloup pour justement voir un certain nombre de points. Voilà, Madame Leloup, qui est directrice régionale de SNCF Réseau. Donc, cette lettre de M. Bonichon, une lettre de M. Barrault, maire d'Issoire et président du secteur, adressée à Mme Borne, si je ne me trompe pas. À ma connaissance, ce sont les deux seuls éléments tangibles que nous ayons. Je dois rappeler qu'au mois de décembre, à la suite de l'intervention du président, j'ai fait moi-même une lettre à la région, à la métropole, enfin à tous les acteurs territoriaux, pour leur dire il me semble qu'il y a une opportunité à saisir. Et donc j'ai invité chacun à se retrouver. Nous avons fait une réunion technique le 5 janvier, donc certains d'entre vous y étaient, à la suite de quoi Frédéric a fait ce superbe schéma que j'apprécie beaucoup, de ce que je pourrais appeler déjà une première esquisse thématique de ce que serait le RER. Et puis pour l'instant, c'est à peu près tout. Donc en tant que... Voilà, vous avez tous les éléments. Et en tant qu'association, j'ai proposé que sur nos fonds, nous aidions le professeur Faucon et un groupe qui, j'espère, va essayer de s'identifier là, pour que nous fassions un complément d'études qui nous permette au moins, d'exprimer notre intérêt à une candidature d'ici la fin du premier semestre 2023. Nous sommes au cœur du gaz. Malheureusement, je trouve qu'il est très emblématique de ce que vit l'Auvergne. C'est-à-dire qu'à force d'être dans le gaz, on est dans le rien. Et nous ratons systématiquement toutes les opportunités. Alors ça n'est pas terminé. Je n'ai pas l'habitude non plus d'abandonner et de lâcher le morceau comme ça. Je pense que nous pouvons réussir. En lien très étroit avec le comité de Massif, à la condition que nous présentons quelque chose, mais tant que rien n'est présenté, comment voulez-vous que les gens nous prennent au sérieux ? C'est quand même un problème. Et ce quelque chose qu'il nous faut présenter, il faut qu'il ait 3 caractéristiques. Voilà. Si on n'a pas les 3, il vaut mieux aller faire une sieste. Ça va ? Premier, un dossier totalement innovant. Alors ça peut être innovant par le matériel. Frédéric a fait un certain nombre de suggestions, de choses que nous pouvons tester. Innovant sur le coût, parce qu'on peut très bien imaginer certaines rénovations, certaines activations, une fréquence plus forte, etc., avec des process innovants, peut-être moins onéreux, peut-être aussi des gens en charge moins demandeurs de cash. Bon, il y a toutes les possibilités. Bref, on peut innover sur plein de choses. Les schémas, Frédéric a fait un schéma en 3 phases, de façon à ce qu'on puisse avoir 3 schémas qui pourraient rentrer les uns dans les autres. C'est déjà un premier point. Il faut que ce soit innovant sous tous les aspects. Parce que ce que l'on voit ailleurs n'est pas innovant. Et c'est là où je suis un petit peu sévère, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on voit simplement, et c'était encore exprimé dans le discours de Mme Kuckerman, et on est très heureux d'avoir le soutien évidemment des acteurs, c'est que où il y a un train, où il n'y a pas de train. C'est pas ça le dossier. C'est quel train, pour faire quoi, quand, à quel coût. C'est pas une question de oui ou non, c'est voilà. Nous n'aurons quelque chose que nous sommes, 1, innovants. 2, si nous sommes beaucoup moins chers
que tous les autres prétendants. Parce que vous pensez bien que sur les 10 à 12 villes au niveau français, nous ne sommes pas à la 10 ou 12e ville en importance, ni en termes de bassin d'emploi, etc., etc. Nous ne sommes pas dans les priorités, malheureusement, de Paris, ni même de Lyon. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, il faut que nous ayons quelque chose de peu onéreux pour pouvoir rentrer dans l'équation et que l'on s'intègre dans le dossier. La troisième chose, elle est fondamentale aussi, et je remercie le commissariat de Massif de le prendre chaque fois, de nous le rappeler comme un élément très très important de notre structuration. Il faut que les éléments de solution que nous proposerons, que nous allons proposer, soient réplicables. En d'autres termes, pourquoi imaginer, quand on voit la densité du patrimoine ferroviaire, et Frédéric l'a rappelé, au niveau de la France, il est colossal encore ce patrimoine, il se dégrade mais il est colossal. Pourquoi ne pas imaginer qu'effectivement, dans beaucoup de villes moyennes de France, ça peut être Limoges, ça peut être Rodez, ça peut être des choses comme ça, il n'y ait pas une architecture ferroviaire utilisée au maximum de ses possibilités et qui puisse offrir un complément à toutes les autres solutions qui existent. On l'a vu avec toute cette porosité, le tram-train, etc., etc. Donc on a plein de choses. Donc l'idée, c'est de se dire, si nous proposons quelque chose d'innovant, de moins cher, de réplicable, ça peut intéresser le gouvernement. Ça peut intéresser nos autorités. Il faut le faire. Et donc, un des objectifs, et merci donc d'avoir posé cette question, l'objectif de cet après-midi, c'est avec qui le fait-on ? Avec qui le fait-on ? Donc, moi, ce que j'attends, c'est que des doigts se lèvent en disant, moi, je suis prêt à contribuer. Et donc, Frédéric est déjà effectivement sur la chose, mais après, je laisserai François aborder ça puisqu'il y a déjà un pôle ferroviaire. Mais voilà, je me permets d'insister là-dessus parce qu'on est au cœur du sujet. Orbimob est là pour essayer de fédérer des entités qui, malheureusement, aujourd'hui, n'ont que trop peu de collaboration. Voilà. D'élever le niveau des ambitions, parce qu'aujourd'hui, nous ne nous positionnons pas au niveau auvergnat, en particulier, et Massif Central, c'est globalement la même chose, pour candidater, pour dire nous sommes là, on veut tester du TLI, on veut tester du DRISI, on veut tester du machin, parce qu'aujourd'hui, nous sommes absents. Voilà, nous sommes absents. Et Orbimob dit stop. Je crois que, avant de continuer le débat, et la pause qui va venir, et après le témoignage du maire de la Souterraine pour le Limousin, voilà, et pour ceux qui continueront avec nous dans l'atelier ferroviaire. Mais je voudrais solliciter le témoignage de Bertrand Barrault. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi le maire d'Issoire, président de l'agglo d'Issoire, et qui, justement, comme le rappelait Patrick Oliva à l'instant, a pris cette initiative tout à fait intéressante d'écrire récemment à Emmanuel Borne pour souligner, je ne crois pas trahir vos propos, la pertinence de Madame Borne, j'ai dit, oui. Donc la pertinence de la démarche pour souligner l'urgence du RER aussi sur nos territoires. Oui, juste quelques mots, parce que bon, en me situant à Issoire, c'est vrai que très rapidement, on a compris l'intérêt de ce RER, non seulement pour les communes du Sud, le long de cette voie ferrée qui fonctionne bien. Issoire, par exemple, c'est plus de 500 000 entrées dans la gare par an, mais aussi parce qu'on a la volonté les uns et les autres d'attirer en transversal des territoires livradois et ses alliés qui demain seront rabattus sur les gares. Nous, pour nous, c'est la solution évidente. Donc à partir de là, c'est vrai que le projet RER nous intéresse. Je ne vous cache pas que la question qui a été posée me paraît la principale, parce que je crois que si chacun travaille dans son coin, on n'ira pas très très loin. Par contre, voilà, les volontés sont multiples. Jusqu'ici, c'est vrai que c'est le pôle métropolitain dont le président était Frédéric Aguilera et désormais Frédéric Bonichon, qui avait pris le sujet en main il y a à peu près, je dirais, 18 mois, avant les annonces du président de la République et ce qu'on a su depuis. C'est vrai que les uns et les autres, on est tous conscients que je pense qu'on a un peu de retard. Dans la tête, c'est clair que je pense qu'ils n'ont pas imaginé Clermont-Ferrand dans les 12 au départ. Donc si on laisse faire les choses, naturellement, c'est sûr que rien ne se passera. Donc soit on est capable, comme on peut le faire en sport sur notre territoire, à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et réussir la transformation, soit sinon, il vaut mieux ne rien faire. Donc c'est pour ça que
je tente actuellement d'essayer, un peu comme vous le faites, de trouver un petit peu toutes les bonnes candidatures, toutes celles et ceux qui voudraient que les choses aillent plus vite, parce que je crois que de toute façon, même si on ne devait pas être retenu parmi les candidats, évidemment que de toute façon, l'étude qu'on fera tous ensemble sera utile, parce que le schéma, il existe aussi au-delà des 12 qui vont être retenus. Je crois que quoi qu'il arrive, et je sais que c'est la volonté aussi du président de région et de son vice-président, c'est de faire un vrai maillage dans ce sens à l'avenir, et de faire que cet axe et cette étoile ferroviaire soit bien sûr demain un point de développement très fort. Donc je crois que toutes les bonnes volontés doivent être réunies, et en tout cas j'essaierai de faire de mon mieux avec vous pour que ce soit le cas. Oui, simplement une petite réflexion qui s'inscrit dans la continuité de l'exposé de Frédéric Faucon. Frédéric nous a dit qu'il y avait un certain nombre de conditions de réussite. Et parmi celles-ci, il a parlé de l'alignement des planètes. Et je crois que quand on parle de l'échelle du périmètre du RER, on parle aussi du pôle métropolitain. Le pôle métropolitain, c'est un territoire. Ça veut dire que la capacité de ce territoire à être repéré comme motivé sur ce projet-là, elle doit résulter aussi d'un projet de territoire à cette échelle, et de montrer que ce territoire, il s'organise par ailleurs en termes de développement économique, de développement touristique et autres, à cette échelle. Et que cette infrastructure structurante, c'est une composante d'un projet de territoire qui est bien exprimé et porté par l'ensemble des collectivités qui sont présentes à l'intérieur de ce territoire, et qui sont des communautés de communes, des communautés d'agglomération, une métropole. Et je crois que c'est une condition qu'il ne faut pas perdre. On a la chance de l'avoir, l'existence de ce périmètre de pôle métropolitain, qui, je le rappelle, c'est le périmètre où on est en gros à une demi-heure du centre de la métropole. Et donc ce territoire, il faut qu'il continue à exprimer son projet. C'est aussi une des conditions de la réussite, je pense, et de la crédibilité du projet de RER.